Alors, dans un monde en transformation rapide, où les modèles se redéfinissent, où les contraintes évoluent, où les repères se déplacent, le cirque n'échappe pas à la nécessité de s'adapter. Mais s'adapter, ce n'est pas seulement réagir, c'est aussi anticiper, transformer, inventer. À travers une conversation, donc, entre Emmanuel Bochu et Pascal Jacob, que nous sommes très heureux d'accueillir à l'AGA, d'autant plus que les occasions de recevoir Pascal à Montréal pendant cette période sont rares, nous avons voulu saisir l'opportunité. Donc, nous vous proposons de prendre un pas de recul pour mieux comprendre comment le cirque s'est transformé au fil du temps, comment il continue aujourd'hui de se réinventer. Cette conversation sera suivie d'une période d'échange. Alors, ça vous tente de réagir à la conversation à laquelle vous allez assister. C'est un peu comme l'émission, là, tu sais, qu'est-ce qui se passe à la table d'à côté? On fait du eavesdropping sur une conversation. Et on va pouvoir échanger avec eux. Bien, messieurs, on vous laisse la parole. C'est nous autres, hein? Okay. Merci. C'est à nous. Tu as vu, elle est contente de te voir, moi, elle n'a rien oui, dit. Oui, c'est pas très juste quand même. Hein? Non, il y a un petit... mais bon. Ouais, c'est une petite frustration. Moi, ça me fait plaisir de revoir toujours des visages à chaque année, mais parce qu'en fait, c'est une conversation, on n'a rien préparé. Puis depuis lundi, on se croise, puis on parle de ça. Puis en fait, je pense qu'on aurait pu enregistrer 5, 6, 7 heures, une journée de conversation. On aurait pu diffuser, en fait, le truc, et puis... Puis j'en ai... c'est ça aurait été pas mal. Ouais, bon. Mais peut-être que je lance... Oui, vas-y. Je lance. Pascal, concepteur, historien, puis tout ça. Moi, dans mon travail, je suis plus porté depuis quelques années à me projeter vers l'avenir, à réfléchir au futur d'eux, puis anticiper des futurs scénarios. On n'a pas de boule de cristal, mais évidemment, d'essayer de voir comment on adapte les arts du cirque, plus historien, puis tout ça. Fait que l'autre jour, on discutait, puis on avait... une première réflexion sur les moments de fracture dans les arts du cirque, dans l'histoire des arts du cirque. On ne va pas faire un cours d'histoire, fait qu'on va plus partir sur le cirque d'aujourd'hui et de demain. Mais il y avait quand même cette notion-là des moments où le cirque a dû se réinventer, s'adapter, se transformer pour cause de fracture. Fait que peut-être on commence là. Tu es mieux placé que moi pour en parler. Oui, on va fermer les portes là pour que personne s'en aille parce que ça va durer un peu là. Donc on s'était dit 3 minutes. Hein, oui, 3 minutes. Ouais, 3 minutes. 3 minutes. Oui, on s'est posé la question effectivement parce qu'on parle de cirque. Bon, le cirque. Mais en fait, le cirque, c'est une forme qui probablement n'a jamais cessé de se réinventer, de se transformer. C'est très clair que le cirque du 18e n'est pas celui que vous faites aujourd'hui, celui qu'on voit, ça n'est pas non plus celui du 19e même, et encore moins celui du 20e, etc., etc. Donc, en fait, quand on regarde un petit peu pour mettre en perspective, on voit que c'est une succession de fractures, une succession de ruptures qui sont motivées par des choses très différentes. Je vais vous donner un exemple très basique. À la fin du 19e, le cheval disparaît. Le cheval disparaît des villes parce que la mécanisation, la motorisation... Le cheval est un élément fondateur du cirque, hein, le cirque moderne. À partir du moment où il n'y a plus de cheval dans la rue, plus de cheval dans la vie, le cheval disparaît du cirque. C'est une vraie rupture. On va imaginer autre chose. Il va falloir remplacer le cheval. Et on va le remplacer par une acrobatie à risque. On va le remplacer par des animaux exotiques, etc., etc. Les ruptures naturelles, les guerres, hein, la Seconde Guerre mondiale a été une véritable rupture à l'échelle de la planète, pour évidemment les hommes, les femmes, tous ceux qui se sont battus, qui sont morts, évidemment, mais aussi pour les formes esthétiques, les formes artistiques qui ont été bousculées par ces moments de fracture planétaire. Le cirque n'échappe pas à la règle. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, le cirque tel qu'il s'est développé n'avait rien à voir avec le cirque juste avant. Et à la fin des années 60, quand un certain nombre de pays, d'États remettent en question les codes sociaux, politiques, culturels, environnementaux, le cirque, comme d'autres formes d'art, n'échappe pas à la règle et se transforme. Et encore aujourd'hui, on voit probablement à un moment de basculement, alors peut-être que c'est un peu tôt, bien sûr, mais peut-être qu'on se référera à la pandémie qui a probablement fait changer le monde beaucoup plus en profondeur qu'on ne l'imagine,
et notamment pour le spectacle, les arts vivants en général, mais pour le spectacle vivant, en termes de diffusion, en termes d'économie, etc. Et peut-être que c'est la nouvelle ou la prochaine fracture qui va faire que on ne pensera probablement plus le cirque de la même manière avant la pandémie et après la pandémie. Et qu'on est en train, je le perçois en France notamment et un peu en Europe, on est en train de vivre une modification profonde des manières de faire du cirque, des manières d'aller à la rencontre du public, des manières de créer un spectacle et de dire des choses au travers de ces spectacles. Et probablement que nous sommes à la limite d'un basculement, d'un autre basculement esthétique, une forme de conscientisation certainement du geste acrobatique et qui est probablement la prochaine évolution. Pascal, comme... C'est pour ça que je ne me suis pas préparé, je vais juste poser des questions. Non, je fais des blagues. Mais non, quand même, parce que moi, ça m'interpelle. J'ai 52 ans, ça fait 30 ans à peu près là, que j'observe plus le cirque au Québec, très différent du cirque européen. Ce n'est pas les mêmes trucs, on en parle souvent. Mais j'ai quand même bénéficié, moi, dans les années 90, début des années 2000, d'un appétit, d'une popularité des arts du cirque au Québec qui a fait que j'ai pu graviter puis faire une carrière, là, tu sais. Puis il y a la pandémie, mais il y a aussi un autre type de transformation. Le cirque d'aujourd'hui, c'est pas le cirque d'il y a 10-15 ans en arrière. On voit des modifications, des prises politiques, des messages à travers le spectacle. En tout cas, il y a un paquet de trucs comme ça. En Europe aussi, non? En France, dans tout ce que tu observes? Oui, de toute façon. Alors, c'est très clair. Bon, après, il faut dater les choses, j'en sais rien. Il faudra probablement repenser une ligne du temps, mais a posteriori. C'est très évident, et ça, c'est beaucoup plus inquiétant, je pense. Il semblerait qu'il y ait une sorte de désaveu du cirque aujourd'hui. Quelque chose qui est pas clair. C'est pas, je pense, j'espère en tous les cas que c'est pas définitif. Mais on sent une autre manière, probablement, vis-à-vis du public, de consommer un spectacle, de se l'approprier. Alors bon, évidemment, on vit tous dans le même monde, donc on sait très bien que l'ennemi, c'est la virtualisation des choses, que ce qui fait la force d'un spectacle vivant, c'est qu'il est vivant, c'est qu'on va à sa rencontre, à la rencontre des artistes, et que, inévitablement, alors, les écrans, c'est formidable, c'est vraiment formidable, ça a changé des vies, c'est clair, mais aujourd'hui, on est confronté à d'autres manières probablement de diffuser les formes. Je me souviens, je l'évoquais hier en cours à l'école, un étudiant m'a demandé il y a 2 ans, 3 ans, est-ce que tu crois qu'on aura encore du public quand on va sortir de l'école? Comme si déjà, à l'intérieur d'un cycle de formation, en étant impliqué, en voyant des choses, en allant voir des salles avec du public, il pressentait déjà intuitivement que ça ne serait peut-être pas éternel. Qu'à un moment donné, et c'est un exemple moi qui me fascine, des gens regardant un spectacle sur leur écran dans une salle de spectacle avec un spectacle vivant et qui ne regardent plus. Et là, il y a quelque chose dont c'est, alors effectivement, c'est une liberté incroyable. Regarder un spectacle de cirque en direct au sommet d'une montagne, tout seul, sur son téléphone. C'est formidable, dans l'absolu. Sauf que le rapport humain, il n'est plus là, quoi. Et que une des forces du cirque, pas que évidemment, mais une des forces du cirque, c'est de créer ce rapport humain. Et que c'est probablement ce qui nous sauvera. C'est que cette humanité-là, cette fragilité du geste acrobatique, on pourrait trouver aussi dans le geste chorégraphique, cette fragilité-là, elle est unique. Et qu'à partir du moment où elle est unique, elle est vraie. Et que c'est cette vérité-là, à mon avis, qu'il faut absolument prendre en compte dans la manière de faire du cirque aujourd'hui. Et que, je l'espère en tous les cas, on arrivera à contredire cette... je ne sais pas si c'est une lassitude, si c'est envie de voir autre chose, un manque de désir peut-être. Le cirque a été un spectacle fondé sur le désir. Il y a quelques décennies, le cirque, c'était le spectacle qu'on attendait. Le spectacle qui venait à la rencontre des gens, et pendant des mois, on parlait de celui qu'on avait vu auparavant et on attendait celui qui allait venir. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On n'a plus nécessairement cette construction du désir et c'est probablement une des choses qu'il va falloir
au moins questionner, pas forcément réinventer, mais au moins questionner et se réapproprier. Mais en même temps, on l'a vu dans l'histoire, le cirque a la capacité, là, je vais remettre ça du côté un peu plus optimiste, là. Oui, non, la capacité, parce que c'est sûr que... bleu. Non, pas le forum, mais c'est sûr qu'il y a une diversification culturelle et de divertissement, de sport, d'expériences immersives, de machin. Aujourd'hui, je disais, je pense en ce moment au Québec, il y a comme 100 humoristes qui tournent en même temps. Les expériences immersives là, dans les musées très populaires et machin, le sport féminin, masculin, les gros spectacles qui coûtent cher. Fait qu'il y a quand même une... À un moment donné, le consommateur, il y a une limite de budget culturel ou de divertissement. Puis à un moment donné, mais comment on le répartit? Ça coûte cher de faire tout ça. Mais la qualité des spectacles, la qualité des propositions, le niveau technique, en tout cas selon ma petite expérience, est vraiment fort en ce moment. Fait que ça m'amène à la question du... Parce que je me suis mis dans le poste de poser des questions. Oui, j'ai bien compris. C'était pas prévu, hein? Oui, mais c'était pas prévu. On peut inverser. Hein. Parce que, oui, là, le truc de la table à côté, ça le fait pas. On va faire autre chose. Mais le cirque d'aujourd'hui, en fait, dans ton regard, c'est quoi? Puis là, il y a plein de gens qui pourraient répondre, mais c'est quoi le cirque d'aujourd'hui? Oui, évidemment. Avant qu'on se parte dans le futur. Là. On est nombreux à pouvoir répondre, évidemment. C'est être ensemble, en fait. C'est une manière d'aller vers l'autre et d'être ensemble. C'est un lieu commun, hein. Et le cirque a toujours représenté ça, notamment par sa forme. Alors, je sais que là, il y a un tabou. Hein. Est-ce qu'un jongleur sur une scène, c'est du cirque? Pas sûr. Mais bon, un autre point de discussion. La force du cirque, c'est le rapport à la circularité. On ne va pas être naïf. Hein. On sait très bien d'où ça vient. Ça vient du feu, une communauté qui se rassemble et qui vit ensemble un truc fort. Donc, inévitablement, on sait très bien que la structure même du théâtre est une forme d'inégalité sociétale. La forme du cirque est une forme d'égalité sociétale. Donc on est déjà dans un rapport inversé. On n'a pas du tout la même perception. Et à partir de ce moment-là, le cirque, il est né fondamentalement pour ça. Pour créer un espace central, un cœur battant avec une communauté qui se rassemble autour et qui vit des trucs, qui éprouve des émotions à partir de ce que ceux qui sont au centre exécutent, accomplissent et offrent. Donc ça, c'est fondamental dans le rapport du cirque au XVIIIe, au XIXe, au XXe, etc. Et encore aujourd'hui, évidemment. Donc cette notion-là, elle n'est pas toujours évidente, parce qu'on ne peut pas toujours travailler en rond, on ne peut pas toujours avoir ce rapport-là. Mais justement, dans la manière de concevoir les spectacles, de les écrire, il y a probablement ce questionnement fondamental, comment je peux aller vers l'autre à partir du moment où, sur une scène de théâtre, il y a un quatrième mur qui est une frontière. Ben ça, ça m'intéresse ça, parce qu'en fait, je lisais récemment, dans le cadre de mon travail et de mes recherches, l'audience aujourd'hui, les jeunes, veulent se sentir un peu plus, veulent des expériences un peu plus immersives. Hein? Fait que quand tu es au premier rang, au deuxième rang, pas en conférence comme ça, mais dans la vie, premier rang, deuxième rang, troisième rang, tu es assez proche de la scène, en fait. Tu as presque tes pieds sur la scène, tu vois les sueurs, tu entends les respires. Puis dès qu'on arrive au cinquième, sixième rang, à un moment donné, on devient des observateurs, là, puis il y a une communion, mais on est un peu plus loin. Fait que c'est sûr, cette expérience immersive, mais en tout cas au Québec, on continue de construire nos théâtres de la même manière, avec une scène, avec des bancs, puis on imagine, il y a peu d'espaces, en fait, là, qui sont un peu éclatés, qui permettent des nouvelles formes. On a l'Arsenal, on en a quelques-uns, mais tu sais, pas tant. Est-ce qu'il faut qu'on repense? C'est pour repenser les espaces, en fait. Parce que les chapiteaux, c'est une chose, mais ici, c'est plus complexe. Oui, donc tout à fait. C'est une de mes obsessions. Donc il y en a ici qui m'ont déjà entendu dire ça. Mais je pense que la force d'un spectacle, c'est l'adéquation entre ce que l'on fait et l'espace dans lequel il se produit. Et que c'est absolument fondamental. C'est structurant. Donc c'est très compliqué. Hein. Très compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut un lieu qui n'est adapté qu'à la forme dans laquelle on va se réaliser. Donc, évidemment, tout le monde ne peut pas faire ça. C'est des paramètres économiques, c'est des paramètres esthétiques aussi. Mais c'est clair que une des forces du cirque de demain sera probablement de cette capacité à renouer avec un public de proximité. C'est l'hyper-proximité et l'hyper-complicité qui, je crois,
seront des éléments déterminants pour le futur du cirque. Vous savez, quand vous allez au théâtre, dans certains théâtres, il y a ce qu'on appelle un cadre autour de scène, le cadre de scène. Ça ne s'appelle pas ça par coquetterie ni par hasard, c'est parce que depuis le théâtre à l'italienne, depuis le XVIIe siècle, on considère ce qu'il y a sur la scène comme un tableau, avec un décor, avec une perspective, la perspective à l'italienne, avec différents plans, comme ce que Disney a fait avec les dessins animés, hein, les selles qui se superposent. On a l'impression qu'il y a une profondeur de champ alors que c'est parfaitement plat. Le théâtre à l'italienne, c'est à peu près la même chose, mais donc c'est un spectacle en 2 dimensions. La révolution du cirque, c'est qu'il y a un espace central, des gens autour, et on est donc dans une tridimensionnalité. Ça change tout. Ça change tout. C'est-à-dire qu'il y a un corps multifacetté qui s'offre à la curiosité, à la convoitise de tous. C'est un rapport absolument extraordinaire. Et c'est cette notion-là, probablement, qui a permis au cirque de tenir le coup pendant presque 3 siècles. Malgré les ruptures, malgré les fractures qu'on a pu évoquer tout à l'heure. C'est son organicité qui l'a aidé à franchir les différentes étapes d'une évolution au cours de laquelle il aurait pu mourir 10 fois. Donc c'est aussi pour ça que je parle d'un point de basculement, non pas parce que le cirque va mourir, évidemment, on l'espère pas, mais c'est peut-être le temps de se poser la question, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on raconte? C'est quoi un spectacle de cirque aujourd'hui? Pensez qu'une salle de théâtre, ça sert à faire du théâtre, du ballet, de l'opéra, des marionnettes, et pas du cirque. Une salle de cirque, ça sert à faire du cirque. On fait rien d'autre dedans. Donc il y a déjà quand même une problématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet espace s'accorde à la forme. Alors après, encore une fois, évidemment, on ne sera pas radicaux et on peut faire du cirque dans plein d'endroits. D'ailleurs, on va l'évoquer. Là, c'est la question? Il faut que je pose une question? Non, tu veux poser la question. On s'installe. Tu poses la question, tu évoques. Non, mais c'est parce que moi, je trouve ça fascinant. Il y a des cirques qui marchent en théâtre, mais il y a une compétition contre d'autres formes d'art, là, tu sais, puis bon, etc., etc. Puis au Québec, on n'a pas le choix, on tourne dans des théâtres parce que on est des grandes régions, puis on va dans des théâtres qui ne sont pas adaptés pour le cirque, puis on le sait, puis etc., etc. Mais c'est vrai qu'il y a des exemples de cirque dans des lieux inusités qui rendent la chose extraordinaire. Je vais donner l'exemple. Moi, j'ai un garçon qui a 20 ans demain. Puis, j'ai 2-3 réactions. Non, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Je vais célébrer pareil, mais c'est pas moi. Mais souvent, je l'amène voir des spectacles de cirque. Puis, c'est sûr que généralement, soit il est très touché, émotionnellement, parce qu'il y a un narratif, il y a une histoire, il y a une dramaturgie et tout ça. Si c'est une pure démonstration technique, généralement, après, il montre une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui fait encore mieux. Parce qu'il regarde des affaires, puis il regarde des affaires de cirque, puis il dit il est bon, il est bon. Il dit attends, t'as-tu vu, check ça. Puis là, il montre son. À chaque fois, c'est la même chose. Puis là, je me dis OK, il y a comme un. Puis du coup, il va chercher autre chose, en fait. Il va chercher une histoire, une émotion, c'est ça qui l'intéresse. Le niveau technique, oui, mais il va le comparer avec des choses qui sont faites en ligne, qui sont filmées 50 fois avant de. Mais après, quand on va dans des lieux inusités, ici on a le cirque de la Pointe-Sèche, le cirque Roux, on s'en parlait, le cirque Le Roux là, au Super C, qui a fait son spectacle dans un centre d'achat. Super C, c'est un genre de centre d'achat commercial. Puis il y a plein d'exemples comme ça qui fait que tout d'un coup, on sort non seulement du cadre de théâtre, mais on sort même de l'espace classique de cirque pour se retrouver dans un espace complètement inusité. Puis ça fait une proposition qui est unique et qui doit se vivre sur le moment en live. Oui, c'est effectivement, on découvre en fait, alors on a l'impression qu'on redécouvre peut-être la notion de tiers-lieu en fait, parce que c'est vrai qu'on se dit bon, le cirque c'est la piste, le chapiteau ou le théâtre. Bon, mais il y a depuis quelques années maintenant une réappropriation d'autres lieux. Alors c'est pas tout à fait nouveau évidemment. Vous allez me dire, on fait du cirque dans la rue depuis très longtemps, hein, c'est même une partie des origines. Mais effectivement, ce que disait Emmanuel, on fait du cirque dans des grands magasins, de façon tout à fait décalée. Le Cirque Le Roux a effectivement été invité à créer littéralement, à créer un spectacle pour un grand magasin à Paris. Donc au cœur du magasin, avec un décor monumental,
suffisamment monumental et discret pour que dans la journée, on ne se rende même pas compte que c'est un décor, avec les stands de parfumerie, etc., devant le décor. À 20h, le magasin fermait. Enfin, il ferme parce qu'il continue de faire ce genre de choses tous les ans. En 1 heure, on enlève les stands, on met des rangs de chaises. Et à 21h, on fait entrer le public, 250 personnes à peu près, pour un spectacle créé pour le lieu, en accord avec les paramètres du lieu, la hauteur, etc., avec un public qui ne va, je vous le garantis, jamais au cirque. C'est ça qui est intéressant. Mais oui, en fait. évidemment. Parce qu'on élargit. Oui, mais ça veut dire que ce public-là, il n'aurait peut-être pas été voir le cirque. Alors, il ira peut-être voir le Cirque Leroux quand il se produira dans un autre lieu, parce qu'il dit ah oui, je les ai vus au Bon Marché, je vais retourner les voir ailleurs. Mais évidemment que là, il y a peut-être une carte à jouer de sortir le cirque de son cadre habituel. Donc ça, c'est une proposition, c'est une idée. Et puis, il y en a une autre, moi, qui me fascine beaucoup, et ceux qui me connaissent sauront pourquoi, c'est d'investir des lieux comme des musées. Et maintenant, il y a une compagnie qui ne fait que ça. Et d'autres qui jouent le jeu. Et d'un seul coup, là, on retrouve cette espèce de fragilité. Parce qu'il a, dans le magasin, il y a un espace délimité pour le spectacle. Dans un musée, il n'y en a pas. En fait, c'est une appropriation de l'espace en fonction du mouvement des gens. Par exemple, le Louvre a invité Anne-Theresa de Kersmacher, une chorégraphe flamande, à créer un spectacle qui s'appelle Forêt, inspiré par des représentations sur les murs de tableaux, etc. Et parce que aussi une foule ressemble à une forêt. Il y a une programmation, évidemment, il y a des heures pour les danseurs, c'est important, mais le public n'est pas forcément averti. Et d'un seul coup, il se retrouve au milieu du parcours avec des gens qui commencent à bouger différemment, à danser. Alors c'est très court, très immersif, très intrusif aussi, hein, parce que ça peut être perturbant pour la visite. Et d'un seul coup, alors là, on est en plein cœur de cette fragilité parce qu'il n'y a pas d'espace. Les danseurs doivent composer la première forme. Il y aura peut-être 20 personnes. La deuxième, il y en aura peut-être 40. La troisième, il y en aura peut-être 12. Et à la dernière, ils seront peut-être 150. Et donc, on ne pourra jamais bouger de la même manière. Et donc là, on retrouve cette notion d'hyper-proximité, de fragilité et de complicité avec le spectateur. Le spectateur a l'impression qu'on danse pour lui. Et cette notion-là, ce lien-là, peut-être, évidemment, il ne s'agit pas de faire du cirque dans tous les musées du monde, ce n'est pas l'idée, mais ça m'a vraiment frappé quand j'ai été invité au Festival de Saint-John il y a 3 ans maintenant, et il y a un spectacle qui s'appelle La Nuit au musée, et là, d'un seul coup, ça a été un choc, parce que ce n'était pas un jongleur au milieu des gens, c'était des mâts oscillants en plein milieu du musée, du hall d'accueil. C'était de la danse verticale sur les verrières. Donc c'était vraiment une appropriation du lieu pour un public qui en avait probablement peu vu peut-être, et qui passait une soirée incroyable, parce qu'ils avaient l'impression que le cirque jaillissait autour d'eux. Et là, vraiment, je me suis dit, là, il y a un truc, quoi. Il y a un truc, parce qu'on est dans un rapport de convivialité, de proximité, de quasi-circularité naturelle, puisque spontanément, les gens se mettent en rond autour de celui qui fait quelque chose. Et voilà, on retrouve peut-être une forme de cirque organique, de cirque premier, peut-être, dans ces expériences-là. Encore une fois, ça n'est qu'une expérience, et il ne s'agit pas de se dire, bon, là, c'est bon, maintenant on fait du cirque dans tous les musées du monde. Non, évidemment pas. Mais cette quête de la rencontre avec l'autre me semble intéressante. Moi, ça fait comme ça résonne. En fait, ça me rappelle. Moi, je viens des spectacles de rue, hein, fait que je viens des shows de rue, puis ça me rappelle un peu cette notion de créer un moment inattendu pour un public qui n'a pas notamment prévu d'être là, puis il se passe quelque chose de spécial, puis il y a comme quelque chose, là, une ADN qui me revient. Moi, je regarde pas tant l'heure, Nadia, fait que tu vas nous faire signe, là, parce que... Bon, ben à 15 minutes, mais OK, parce qu'on va l'ouvrir, on va ouvrir pour avoir la conversation. Mais moi, je vais quand même amener le débat sur... tu sais, dans mon rôle au centre de recherche super avec l'école, moi, j'ai un rôle de développement, puis c'est pas tant le développement des affaires que d'anticiper ou d'essayer de réfléchir
au futur, en fait. On n'a pas une bulle on ne peut pas deviner qu'est-ce que va devenir. Puis on forme les gens aujourd'hui pour quel genre de truc demain. C'est quoi, dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Ça va pas, hein? Ça ressemble à une boule de cristal, mais ça n'en est pas une. Ah, c'est ça! Je pensais que tu avais des trucs qui flottaient dans ton eau. Non, je regarde. J'ai dit, ah! Ouais, mais. J'ai dit, il est difficile, Pascal. Non, moi, je bois pas du robinet. On ne sait jamais. Il y a que des gens de cirque. On se dit, il y a peut-être un truc. Ouais. Non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça marche Mais on amène puis on a eu une belle conversation là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas deviner, mais on se doit, je pense, d'imaginer des scénarios futurs, puis de se dire, bon, ben, on se prépare pourquoi, puis comment on avance, comment on tente d'être informé. Puis il y a quand même des indicateurs, il y a des signes, il y a des signaux qui arrivent, on le voit, la technologie, le ci, le ça, des lieux, la difficulté de tourner, ça devient, pour certains complexes de tourner, ça devient cher. On voit des artistes aujourd'hui qui se disent, j'ai pas trop envie de tourner tant que ça pour mon impact environnemental. On voit, fait qu'il y a comme des changements, il y a des indicateurs qui sortent comme ça. Puis ces scénarios-là futurs sont, pour moi, en tout cas, ça fait partie de mon travail. Là, fait que là, on a parlé un peu du passé, on a parlé un peu d'aujourd'hui, des choses qu'on observe. Mais, tu sais, mettons l'impact de la technologie, tu le vois, puis là, on a Sam, on travaille sur des projets ensemble avec. C'est bon, comment on appréhende tout ça? Toi, il devient quoi l'esprit, là? Bah, on pourrait parler d'un phénomène de résonance, en fait. Et encore une fois, on vit tous sur la même planète. Donc les questionnements sont très, très largement partagés. Il y a une compagnie en Bretagne qui ne se déplace plus qu'en vélo. Voilà. Ils ont fait le choix. Ouais, ici aussi. Ici, on a, Le circuit court, ou le cirque court, avec l'art. Ici, les distances sont plus longues. Hein, ils ont des bons moyens. Oui, mais encore une fois, on a évoqué cette idée de fracture et de réappropriation. Il y en a probablement certains ici d'entre vous qui connaissent l'histoire du cirque bidon. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, le cirque bidon. À la fin des années 60, une forme totalement utopique. Traverser plusieurs frontières, en fait. À l'époque, c'était possible. Avec des roulottes tirées par des chevaux. S'arrêter dans des villages où jamais il y avait eu un cirque, et encore moins un théâtre ou une compagnie de danse, et offrir le spectacle en échange de nourriture. Donc on est dans l'utopie des années 60, 70, donne qui veut, donne qui peut, et le soir on partage. On partage à la fois ce qu'on mange et ce qu'on regarde. Le cirque bidon existe toujours. Ils ont un petit peu évolué dans la forme, mais ils existent toujours. Ils ont toujours des roulottes. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de chapiteau, il y a un espace ouvert. Et les gens amènent leurs chaises et s'assoient autour de la piste. Donc on est moins dans la structure même du chapiteau, du gradin, etc., etc. On est dans une forme presque d'improvisation, même si le spectacle, lui, pour le coup, ne l'est pas. Et donc, peut-être qu'on est en train d'essayer de se réinventer cette utopie-là, puisque là, leur bilan carbone, il était... Là, il y a le bilan carbone, mais il faut quand même qu'on parle de monétisation, là, parce que je veux dire, on est quand même à un moment donné. Comment les artistes de demain vont être capables de. Il y en a qui vont faire que du cirque, il y en a qui vont faire du cirque, peut-être de la recherche, ils vont enseigner, ils font plein de choses. On multiplie un peu les chapeaux pour être capable d'avoir une situation économique décente, là, puis intéressante. Fait que ouais, comment. C'est beau le troc, là, c'est super. Alors, mais... on est d'accord. On est d'accord sur la notion d'utopie. Oui, puis au Québec, on est un peu coincé parce qu'en fait, en Europe, ça va pas voyager. On fait un voyage, on traverse l'Atlantique, puis on gravite en Europe, puis on arrive à système ferroviaire, tout ça. Mais au Québec, on n'a pas tant le choix. Enfin, peut-être qu'on a le choix, mais en tout cas, il faut imaginer d'autres manières de monétiser. Tantôt, tu parlais de trucs en ligne. On le voit peu en cirque, mais dans d'autres disciplines, entre autres dans le sport, dans le trail, où des gens arrivent finalement à monétiser à travers les médias sociaux, à travers des vidéos et des machins comme ça. Mais enfin, bref, comme je me pose la question, nous, au Québec, on monte des shows, puis à un moment donné, notre territoire est grand, mais il n'y a pas tant de monde que ça. Là. À un moment donné, on a vite fait le tour, puis on fait bien du kilométrage. Fait qu'il faut on fait des allers-retours, en fait. Ouais. Alors, le cirque bidon allait de village en village. Hein. Il ne cherchait pas à faire les grandes villes. Donc, quand on parle de village, c'est des communautés de quelques dizaines ou même pas centaines de personnes. Donc, et ils allaient au pas des chevaux. Donc, il n'y avait pas du tout d'urgence, d'économisation
du cirque. C'est sûr, encore une fois, c'est une période, c'était une utopie qui a tenu le coup. Ils ont souffert l'hiver quand même, hein. Mais il y a eu ce désir-là. Il y a une autre expérience, probablement, enfin, ils sont venus ici, les Arceaux, la grande troupe d'art aérien. Alors, vous connaissez les Arceaux, mais je ne sais pas si vous connaissez leur fonctionnement. En fait, c'était une communauté. Et tout le monde était payé pareil. En fonction des cachets, des rentrées, le cuisinier, le voltigeur au quadruple au trapèze, le chauffeur, etc. Tout le monde était payé pareil. Et toutes les décisions se prenaient en commun. Donc là, évidemment, il y a un rapport financier, il y a de l'argent, hein, on vend les spectacles, mais il y a une autre manière d'envisager une économie collective, peut-être. Il y a l'économie, on peut s'imaginer des indicateurs de tournée pour impact environnemental. Là, on voit que ça devient compliqué. C'est très volatile parce qu'on vit quand même dans un contexte politique, économique, global, complexe. Là. On voit des annulations de spectacles puis de tournées pour cause de guerre, tous ces trucs-là. Là, ça fait qu'il y a la tournée, il y a la monétisation, puis y a-tu comme d'autres indicateurs que toi tu perçois? Ouais, nous, entre autres, on voit la technologie là, qui vient quand même jouer un rôle. Il y a effectivement une exigence qui peut résoudre les deux questions, les deux problématiques qu'on est en train d'évoquer. C'est que les compagnies refusent de travailler pour une seule date. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans de nombreux cas, une compagnie exige, et souvent l'obtient, de vendre au minimum 3 représentations au même endroit, de développer des expériences de médiation, d'aller à la rencontre des publics. Et donc, il y a un certain nombre de structures qui sont très, très ouvertes à ça et qui permettent à la fois donc d'amplifier le rapport économique, là on parle quand même un peu d'argent, et en même temps de diminuer les contraintes inhérentes à la tournée. Donc ça, c'est une vraie question aussi. Je me souviens, il y a eu une rencontre il y a quelques années autour de cirque et environnement. Des questionnements qui sont vraiment cruciaux en ce moment en France, mais en Europe et partout, j'imagine. Mais là, il y avait vraiment quelque chose de tout à fait étonnant. Peut-être que vous connaissez le festival de musique qui s'appelle We Love Green, à Paris, qui est un grand festival, vraiment un gros festival, qui se tient au mois de juin. Et donc, avec des dizaines de groupes de musique, de différentes, je ne sais plus combien, 60 points de restauration, une dizaine de scènes. Enfin bon, c'est vraiment un gros festival. Un gros festival, donc, énergivore, hein, qui consomme énormément. Est-ce que vous savez ce qui coûte le plus cher en termes de consommation d'énergie sur un festival de cette importance-là? Non. Pardon? Alors, c'est pas loin, c'est les grille-pains. Toutes les machines pour faire chauffer la nourriture, qui consomment une énergie de dingue. Et quand vous avez 10 000 spectateurs sur le site, 60 points de restauration, vous imaginez le nombre de grille-pains. Donc, We Love Green a décidé de consacrer une part conséquente de son budget à avoir une équipe qui ne réfléchit qu'à ça. 4 personnes, entièrement dédiées à comment rendre l'événement moins consommateur. Et ils ont imaginé un truc, avec des ingénieurs, alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais quand même, d'avoir une sorte de tapis pliant de 100 mètres carrés de panneaux solaires. Ça tient finalement, 100 mètres carrés, c'est bien, c'est un bel espace, mais une fois qu'on les plie, c'est une petite remorque. La mise à disposition de ce morceau de panneaux solaires, pendant l'exploitation du festival, s'il fait beau évidemment, le rend parfaitement autonome. Totalement autonome. Ils n'ont plus besoin de consommer une autre énergie que celle qu'ils produisent eux-mêmes. Alors tout le monde ne fera pas ça, évidemment, mais c'est quand même questionnant. Je sais qu'il y a des recherches pour des toiles de chapiteaux qui peuvent aussi être à la fois climatisantes dans les deux sens. Ça va coûter des sous, mais c'est un début. Je sais qu'il y a plusieurs villes qui réfléchissent à mettre en place des sortes de garages collectifs pour que quand une compagnie a un contrat à un bout du territoire et puis un peu plus tard à un autre bout, plutôt qu'elle revienne à son point de départ, qu'elle trouve des points intermédiaires pour pouvoir s'arrêter et repartir sans forcément faire 3 fois le trajet dans tous les sens. Donc c'est des relais.
Alors, évidemment, ça ne solutionnera pas tout, mais il y a cette conscientisation-là qui est de plus en plus émergente. Et cette idée, clairement, de ne plus être dans l'hypermobilité, travailler ici un jour, travailler là le lendemain, etc. Mais au contraire, de recréer du lien comme ça a pu l'être auparavant. Hein. Les cirques, quand ils s'installaient dans les bâtiments au 19e, ils restaient un mois dans la ville. Hein. Un mois, 2 mois, et on créait des abonnements, le public venait, revenait. Donc, on ne retrouvera pas ça, évidemment, parce que l'évolution de la consommation de spectacles a évolué, mais il y a probablement des manières de faire pour se réapproprier le public. T'as une autre question? J'ai comme envie d'ouvrir au public parce que je suis sûr, parce que je connais les gens qui sont là, puis je suis sûr qu'il y a plein de réactions. Parce que nous, déjà, on a passé 1 heure et demie à parler dans le couloir là-bas, vous avez manqué ça. On peut ne pas arrêter de converser là-dessus, sur la capacité de s'adapter dans une période en ce moment où le cirque se doit de se réadapter, d'innover, de trouver des nouvelles manières dans les modèles d'affaires, dans la tournée, dans la création, dans les lieux et tout ça. Mais peut-être qu'on ouvre la conversation? Allez. J'ai trouvé très intéressant la notion de rupture dans l'histoire du cirque. Est-ce qu'on peut considérer justement le passage du chapiteau à la salle comme étant en soi une rupture qui demande une adaptation et qu'on est dans un deuxième âge de cette même rupture-là? Alors, oui, on pourrait dire ça comme ça, mais de mon point de vue, historiquement, faire du cirque sur une scène, c'est revenir à une pratique de tréteau. C'est-à-dire retrouver l'énergie saltimbanque du XVIIe siècle. En fait, c'est une transposition. Mais les tréteaux saltimbanques étaient petits et le public était proche. Le fait qu'on aille dans des théâtres de plus en plus grands nous éloigne de cette pratique saltimbanque. Et en fait, la difficulté, et encore une fois, on comprend les paramètres, mais la difficulté, c'est que ça n'est plus tout à fait une pratique de tréteau et ça n'est plus tout à fait du cirque. Et donc, il y a une espèce d'ambivalence dans cette appropriation de l'espace. Moi, j'ai une question par rapport, tu disais, qu'est-ce qu'on veut dire quand on fait du cirque? Mais quand on fait du cirque, est-ce qu'on veut vraiment dire quelque chose aussi? Et c'est là aussi parce que je fais du cirque, justement, c'est une forme où c'est un divertissement. Et quand je vais au théâtre, à ce moment-là, peut-être que j'ai le goût d'avoir une histoire. Donc, les gens maintenant qui sortent de moins en moins, effectivement, quand tu prends la scène, et c'est là que je suis un peu mélangée. Je veux-tu dire quelque chose ou je veux pas dire quelque chose parce que je prends le temps au public qui choisit, comme tu disais tantôt, de dire, ben OK, je vais aller voir un spectacle de cirque pour l'année, je vais aller voir 2 films. Ah non, mais est-ce que j'ai le goût de dire quelque chose? On n'est pas obligé, hein, de dire de quoi? Non, mais je pense qu'en fait, puis on en parlait l'autre jour, à mon humble avis, en ce moment, on a une diversité de cirque extraordinaire. Là. Il y a vraiment toutes sortes de choses je trouve ça beau, mais encore une fois, moi, j'ai en toute humilité, là, je veux dire, je suis encore jeune. Puis, non, mais historiquement, tu as observé, on s'en parlait, je veux dire, tout ça, je peux écouter pendant des heures, Pascal, là, tu sais, mais mon impression, puis on le voit aussi même à l'école, on voit des jeunes artistes qui ont envie de dire des choses. Fait que ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire. On peut divertir, on peut faire des choses sans vouloir, mais on voit quand même, puis on en a des exemples probablement dans la salle, je n'ai pas bien regardé, mais un cirque un peu plus politisé, avec des gens qui disent, moi j'ai envie de parler de certaines choses qui sont chères pour moi, puis d'avoir un impact dans le monde dans lequel je vis à travers ma pratique artistique. Mais c'est chacun fait ce qu'il veut, en fait. Dans le sens que. Après, on sait quel spectacle on va aller voir, quel spectacle on va ne pas aller voir. Des fois, il y a des choses qui sont plus divertissantes, des choses qui sont beaucoup plus légères. Puis, on en voit en ce moment des spectacles qui peuvent même paraître un peu plus lourds. Là. On en ressort un peu bouleversé. Puis, mais je sais pas, en Europe, as-tu un peu le même. Moi, j'ai ce feeling-là d'avoir un cirque un peu plus politisé, un peu plus engagé. Oui, non, peut-être. Ça, c'est clair. C'était peut-être déjà comme ça avant. Ça n'est pas tout à fait nouveau, puisque le cirque a aussi servi de vecteur de propagande culturelle dans un certain nombre de circonstances, y compris en France. Donc, mais la narration, elle est constitutive du cirque, en fait. Le cirque raconte des histoires depuis toujours.
Donc après, c'est des manières de raconter des histoires et quel type d'histoire. Et effectivement, quand on se dit cette vision politique du cirque, je pense que ça, c'est une autre fracture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus, en France, et on aime bien la politique en France, on aime bien les étiquettes et on aime bien la politique. On a de plus en plus des étudiants conscientisés, presque politisés. Et les spectacles, et au-delà des étudiants, les spectacles qui se créent aujourd'hui sont de plus en plus ancrés dans la réalité sociale, dans le questionnement, dans le rapport, un rapport politique, littéralement. Hein. Il y a 3-4 ans, une compagnie a monté un spectacle qui s'appelait Les Petits Bonnets, dans un chapiteau, avec une piste, des gradins, etc. Et c'était un spectacle sur la souffrance des femmes, majoritairement, dans les filatures textiles à travers le temps. Donc c'est pas un sujet de rigolade. Et le spectacle se terminait par une énumération de tous les lieux, de toutes les usines textiles où il y a eu des dizaines, des centaines de morts à cause d'un incendie en Inde et dans d'autres pays. Donc il y avait cette espèce de miroir de société, parfois peut-être un peu lourd, effectivement, mais pour ces artistes-là, le cirque était la forme parfaite pour faire passer le message. Plus que le théâtre. Le théâtre viendra peut-être, mais là, pour ces femmes, le cirque était le parfait médium pour ça. Et de la même manière, une compagnie a créé il y a quelques années encore un spectacle autour du handicap, avec un public qui riait du début jusqu'à la fin, malgré la présence d'un véritable handicapé, un artiste qui avait eu un accident et qui était presque le pivot du spectacle. Et d'un seul coup, on se disait, mais elle est où la différence ? Ce garçon qui ne peut plus marcher et qui est responsable de la sécurité des autres. Et les gens sortaient de la salle en ayant pris un vrai plaisir, c'est vraiment beaucoup amusé, volontairement, et en même temps, en se disant, bah ouais, bah non, le handicap n'est pas une fin, heureusement, et on peut faire des choses, et on peut vivre, et on peut dépendre aussi. On pense toujours qu'un handicapé dépend de la société, mais là, d'un seul coup, la société pouvait dépendre aussi de ce garçon qui avait toutes les commandes en main. Et moi, je pense, et quelques-uns que j'ai eu comme étudiants ici qui m'ont déjà entendu dire ça, un spectacle de cirque aujourd'hui, c'est peut-être aussi un spectacle qui, quand on en sort, nous donne des devoirs à faire à la maison. Là, tu viens de perdre mon garçon, là, j'en parlais tantôt, mais... ouais, Vincent, c'est-à-dire que c'est pas juste un moment de joie, ça te fait réfléchir, et de festif, mais que bah voilà, ça va nous hanter. Moi, il y a des spectacles qui me hantent depuis longtemps, quoi, sur un geste, sur un moment, sur une intention, sur ce qu'ils disent, et on se dit waouh, il y a vraiment eu quelque chose il y a comme un avant et un après dans une réflexion. Et je pense que moi, je reviens avec ça, puis le commentaire de l'autre, c'est ça prend de tout, en fait. Il y a de la diversité. Il y a des jours j'ai envie de ça, des jours j'ai envie d'autres choses. Puis comme artiste, en fait, en fait, c'est une augmentation de la diversité des propositions avec des gens qui prennent un peu plus la parole à travers leur spectacle. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Parce que sinon, on va continuer, nous autres. Puis C'est pas tant une question que je veux rebondir sur des choses que j'ai entendues. Par rapport aux défis, il y en a un qui a toujours été présent ici puis qui va continuer à l'être pour les circassiens. Là, mettons qu'on parle de pistes et de chapiteaux, c'est le climat. Parce qu'ici, on l'aime, notre climat, mais je veux dire, pour tourner sous chapiteau, ça ne laisse pas une grosse fenêtre dans l'année. Puis là, ce que j'ai cru remarquer, c'est que, par exemple, les gros cirques sous chapiteau, là, les cirques qui sont basés en Floride, mais qui ont Canadienne ou Canada dans leur nom, là, ils remontent la côte Est. Alors, ils font les anciens circuits des cirques traditionnels qui partent, qui sont l'été ici, puis qui redescendent vers le sud quand il fait un peu plus frais. Puis aussi, comme lieu de rassemblement,
le cirque où tout le monde est ensemble. Une tendance que je trouve assez amusante ici, c'est les cirques dans les églises ou les écoles dans les églises, le lien. Alors, c'est un lieu aussi où on est ensemble, où il y a un rituel. Et ça, il y a plusieurs exemples de cirque et église, école de cirque et église. En tout cas, moi, j'ai observé ça ici au Québec. Et puis, j'ai terminé en parlant de, pour le futur, le cirque, en tout cas, là, j'arrive d'Europe, là, je suis un petit peu buzzée parce que j'ai vu des très bons shows de cirque. Et le cirque est à la source, même si ce n'est pas le sujet. Là, Pascal connaît certainement Qui sommes de Barraud-Dével. Et le cirque est à la source du spectacle, mais ce n'est pas que du cirque, le spectacle. Et c'est très politisé. Ça se termine quand même par un manifeste antifasciste. Alors, bon, ça sort après. C'est très festif, la fin. Là, les gens sortent dehors, les artistes sortent dehors en fanfare. C'est très beau. Mais c'est ça. Le cirque, comme source, va rester là, mais la forme, hein, qu'est-ce que tu en penses, Pascal? Si le cirque est à la source, les formes vont ben là, c'est dans l'ADN d'intégrer les autres disciplines en cirque, là? Oui, tout à fait. De toute façon, oui. Mais je pense que, effectivement, je crois que le cirque en France est entré en résistance, là. Parce qu'on voit bien les nuages qui s'amoncellent. Vous connaissez notre situation française, qui est un peu compliquée. Et je pense que le cirque est vraiment entré en résistance et que les spectacles vont résonner de plus en plus avec le danger politique qui nous menace. Et clairement, cet effet de tissage, de porosité des formes, c'est-à-dire qu'on va effectivement partir du cirque comme un élément de départ, et puis agréger, comme on l'a toujours fait, la danse, le théâtre, etc. Et au service, là pour le coup, au service d'un discours, au service d'une narration, au service d'un propos. Et on voit bien, peut-être que ça ne sera pas éternel, mais je pense que pour les 5-10 prochaines années, on va véritablement avoir des spectacles de plus en plus questionnants ou revendiquants. Pas forcément, d'ailleurs, là, la manifestation antifasciste, elle est claire, hein, c'est évident. Il y en a un qui me paraît plus... Enfin, c'est pas moins optimiste ou plus optimiste, mais peut-être que vous connaissez la compagnie Le Doux Supplice, qui a créé un spectacle qui s'appelle En attendant le grand soir, et qui en fait se structure autour d'un parquet, comme un parquet de danse, avec le public sur 3 côtés, et puis il y a un musicien live, et c'est un spectacle de cirque. Le cirque est l'axe majeur et fondamental du spectacle, avec de l'acrobatie, des portées, des colonnes, etc. C'est très, très, très virtuose, très fort, très, très dense. Et au fur et à mesure, les acrobates invitent des gens à venir danser sur scène avec eux. Et à la fin, c'est le public, tout le public se retrouve sur le parquet et danse avec les acrobates. Et donc là, c'est clair. Il n'y a pas de rupture, il n'y a même pas de ligne, en fait. La scène, les premiers spectateurs ont les pieds sur le plancher. Donc on est déjà acteur de fait du spectacle. Et ce spectacle-là, qui est évidemment léger, qui est joyeux aussi, qui est fort dans ce qu'il raconte, c'est la métaphore du vivre ensemble. C'est exactement ce contre quoi certains partis en France aujourd'hui militent. Et donc un spectacle comme celui-là nous raconte ça, il nous dit ça. On est plus fort ensemble. Quel que soit l'âge, la couleur de peau, l'appartenance, on s'en fout. La force, c'est d'être là, ici, maintenant, ensemble. Et je pense que des spectacles comme ceux-là, on va en voir de plus en plus, et puis peut-être carrément des spectacles qui vont être encore plus dénonciateurs de ce qui nous inquiète. Bonjour. Je voulais te savoir si tu vois déjà l'impact de l'IA sur la création, production et marketing dans le cirque. Alors, je pense que oui. Et pas alors, l'IA maintenant nommée, mais l'utilisation des technologies, on n'a pas attendu l'IA pour effectivement nourrir à la fois la recherche, la création. Tout le monde ne l'utilise pas, tout le monde ne l'utilisera pas,
Oui, c'est clair, évidemment, évidemment. Et d'un certain point de vue, ça peut être terrifiant et ça peut être une formidable source d'opportunité. Parce que tout dépend, c'est comme tout le reste, hein, tout dépend de la manière dont on l'utilise. Mais il y a des développements en matière d'image, même de réflexion sur la structure même d'un spectacle qui peuvent être extrêmement enrichissants. Après, c'est un piège. On ne peut pas uniquement, enfin j'imagine, on ne peut pas se baser que sur ça, mais ça peut être un allié. Je pense qu'il faut en faire un outil, ce que, a priori, les plus utopistes, optimistes l'ont pensé comme tel. C'est un outil au service d'un progrès dans tous les domaines. On voit bien à quel point ça peut être un progrès incroyable dans les sciences, mais ça peut être un danger aussi. On le voit là en création, puis on en a plein d'exemples, mais si je me fie à une conversation qu'on a eue au MIC l'été passé, où il y avait un réel intérêt de développer une maturité dans la maîtrise de l'IA, dans le but de gagner du temps pour être capable de plus créer. C'est-à-dire, on est plus en production, optimisation des tournées, toute la gestion. Puis moi, je m'en rappelle, tantôt, je voyais Sylvain, qui, quand on travaillait ensemble, puis à un moment donné, on travaille ensemble pour faire de la création, pour jongler, pour faire ci, puis finalement, on se ramasse notre temps à faire des chèques de paye, puis à planifier des horaires, puis des tournées, puis finalement, on se disait, mais c'est pas ça qu'on avait décidé de faire. Mais fait que du coup, je pense qu'il y a à un moment donné aussi cette capacité à adopter des outils pour que, comme artiste et créateur, on gagne du temps pour créer. Après, sur scène aussi, puis tout ça, mais il y a aussi cette notion-là en support en arrière pour nous aider à optimiser nos opérations puis gagner du temps, en fait. Parce que le temps, c'est quand même la chose qui a le plus de valeur. La plus rare du monde. Il y a un peu plus de 25 ans, ça ne rajeunit pas personne, je vous l'ai dit hier, je vous ai rencontré, vous étiez venu au Cirque du Soleil, il y avait les nouveaux arrivants, les nouveaux employés, puis vous aviez parlé à ce moment-là du cirque, du sacré, du commercial et tout, puis ça avait été pour moi un genre de moment d'épiphanie. On est plus de 25 ans plus tard, on est ailleurs, le temps a passé. Je vois deux bulles, il y a la quête de sens, le sacré, la recherche artistique et tout. Il y a le volet monétisation, commercialisation, l'argent. Je ne suis pas sûr que j'ai un point d'interrogation et un point d'exclamation à la fin, mais aujourd'hui, je vais le transformer en point d'interrogation. Aujourd'hui, comment liriez-vous la question du cirque avec ces deux bulles-là, la rencontre de ça, autant les confrontations de l'un et de l'autre que les opportunités de l'un par rapport à l'autre? Ça a-tu du sens? Je pense que le fait de faire le choix de monter sur scène, on ne va jamais sur scène par hasard. On n'y va pas uniquement parce qu'il y a de la lumière, on y va parce qu'on a une raison d'y aller, parce que c'est plus fort que soi. Donc ça, c'est déjà un rapport au sacré. Une sacralisation de l'espace de jeu, parce qu'il est délimité et qu'il est réservé qu'à celle ou à celui qui va s'y accomplir, c'est déjà une référence au sacré. Et c'est clair, tout à l'heure, Françoise évoquait le rapport aux églises. Pendant la période baroque, on utilisait des acrobates pour figurer les anges au moment d'un certain nombre de cérémoniels religieux. Donc il y a toujours eu ce mélange, cette confrontation du sacré et du profane dans les arts vivants, dans les spectacles vivants. Vous savez comme moi l'histoire des mystères au Moyen-Âge, qui sont à la fois profanes et implicitement sacrés. Le geste acrobatique, les origines du geste acrobatique sont sacrées. Donc faire de l'acrobatie aujourd'hui, c'est se référer à une forme sacrée ou sacralisante. Samuel le sait bien, quand il fait de l'équilibre, eh bien, il convoque sur scène avec lui, avec son corps, avec sa manière d'être, tous les fantômes du passé qui, depuis 5000 ans, ont nourri l'acrobatie d'une dimension qui n'est pas uniquement celle du divertissement. L'acrobate aujourd'hui a peut-être perdu cette notion-là, mais il n'y échappera pas. Elle fait partie de lui. Et, vous allez dire que je radote, mais tracer un cercle, c'est accomplir un geste sacré. C'est se relier à quelque chose de plus fort que nous. C'est convoquer une humanité autour d'un point focal. Et de ce point de vue-là, je pense que le cirque puise
peut-être davantage que d'autres formes, aux sources du sacré. Maintenant, de façon pragmatique, est-ce que des spectacles d'aujourd'hui questionnent le rapport au sacré? Certains probablement, d'autres ont effacé cette notion-là. On confond parfois sacré et religieux, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je sais que plusieurs compagnies travaillent autour du chamanisme notamment. Donc là, il y a un rapport évidemment au sacré. Implicitement, la verticalité du cirque crée une passerelle entre le sol, entre la terre et le ciel, et que n'importe quel acrobate aérien est un lien entre les deux. Donc tous ces éléments-là, intuitivement, continuent d'ancrer le cirque dans une dimension sacrée. Moi, je peux te ramener, là, il y a un point d'interrogation que Benoît a amené, là, que moi m'intéresse, parce que je me soucie des conditions des artistes, c'est-à-dire d'avoir une vie décente. Parfois, j'ai l'impression, puis peut-être que je me trompe, mais j'étais pas moins bien payé il y a 20 ans qu'aujourd'hui comme artiste, à peu près. Peut-être que je me trompe, là. Je veux pas, mais j'ai l'impression qu'on ne suit pas obligatoirement Fait qu'il y a une notion de monétisation, de comment il y a ce côté-là sacré, être là pour les bonnes raisons. Super, great. Mais après, on veut gagner notre vie aussi. Ça fait que cette notion-là, dans son schéma de Venn, il y a un peu là, l'intersection, on la trouve comment? Là? C'est un beau défi. C'est une équation à résoudre quotidiennement, probablement. Ouais. Probablement, mais je pense que il y aura toujours on l'espère en tous les cas, à partir du moment où la rencontre est juste, il y aura forcément une sorte de monétisation de la rencontre. Transaction. Ouais. Samuel, veux-tu terminer sur une dernière question? Il me semble tout le temps Samuel qui termine les conversations en piste. Non, mais je veux dire, c'est fascinant. Puis effectivement, ça serait le fun de continuer longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, il y a réellement il y a eu une diversification des propositions artistiques et créatives depuis les 2 dernières décennies, c'est clair. Et je pense que cette diversité-là, elle est magnifique. Puis il y aura certainement des stratégies, des solutions différentes de comment continuer de faire exister cette forme-là. Puis je pense que c'est peut-être ça un peu le défi. Puis je serais curieux d'entendre Pascal et Manu là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a comme une identité qui est multiple et qui est plus difficilement possible de cerner pour mettre de l'avant. Quand on parle du théâtre ou de la danse, on dirait qu'il y a quelque chose qui est peut-être il y a plein de formes aussi de théâtre et de danse, mais le cirque est tellement diversifié de par sa forme, sous chapiteau, dans la rue, en théâtre frontal. Il y a des éléments qui sont peut-être l'essence. Moi, j'ai l'impression qu'il faut peut-être revenir un peu à l'essence de c'est quoi le cirque, puis comment chacun de nous, dans nos formes, dans nos propositions, on arrive à reconnecter avec ça, qui fait que le public a apprécié cette forme-là d'une façon différente. C'est l'âge d'or du cirque. J'ai l'impression qu'il est, en ce sens que là où le public n'avait jamais vu ce qu'on faisait, puis tu fais une glissade la tête en bas sur un machinois, puis le monde fait « Ah! » Là, je veux dire, on le voit. C'est rare maintenant que le public fait « Ah! » Moi, je l'ai vécu en tournée. On était à Buenos Aires, puis le monde fait « Ah! » Là, c'est plus ça. Et comment on arrive à rejoindre notre public et à offrir quelque chose, comme tu dis, qui va être juste, qui va mériter une valorisation financière. J'ai l'impression que c'est là le défi, qu'il y a de la place pour les différentes formes qui sont plus de l'ordre du divertissement, entertainment, du cirque politique ou du cirque avec une dramaturgie qui te fait réfléchir. Mais le défi, pour moi, c'est comment on arrive à trouver une façon de gagner notre vie, de faire payer des gens pour voir ce qu'on fait. Et puis, et mon autre question, en fait, elle est double sur comment on arrive à trouver cette rencontre-là qui est monétisable. Et aussi, le cirque, pour moi, il y a eu quelque chose de très universel, qu'on mélange les cultures. Le cirque est une forme d'art nomade qui voyage. Puis j'ai l'impression maintenant que plus que jamais, ça devient difficile parce que coût de transport, puis parce que refermement un peu plus nationaliste de toutes les frontières. Donc, je ne sais pas c'est quoi ta vision de ces défis-là. Oui, j'aimerais ça réagir. C'est large là, comme question. Mais... Le mot, parce que, Pascal, par respect, je vais te laisser le mot de la fin. J'ai beaucoup de respect, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'a... Parce que réflexion comme ça qui me passe dans la tête là, en t'écoutant, là, c'est que j'ai l'impression que le niveau de diversité puis de richesse du cirque augmente plus vite.
que la perception du public envers le cirque. C'est-à-dire que le public, on leur dit cirque, c'est comme dans leur tête, j'ai une attente, je vais voir des flips, je vais voir telle affaire, je vais voir tel truc, puis finalement, ils arrivent et ils voient d'autres choses. Ou pas que. Puis je suis pas sûr que le public est toujours prêt à ça. C'est un petit peu comme si, il faut comme, je sais pas, j'ai l'impression, puis je réfléchis à voix haute, mais c'est comme si faut que le public se mette à adopter cette diversité-là qui arrive, puis que c'est plus juste voir quelqu'un glisser d'un mât puis faire un flip. Il y a d'autres choses en arrière de ça. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il y a un peu une perception. Dès que je parle du cirque à une tante, un oncle, un ci, ils sont comme tout de suite, ils sont à des années-lumière de ce que moi je m'imagine du cirque, mettons. Enfin, je te laisse le mot de la fin en répondant aux multiples questions de Samuel. Je ne sais pas s'il y a un mot de la fin, mais en fait, il y a une espèce de contradiction. Alors, c'est vrai qu'on ne vit pas les mêmes situations en Amérique du Nord et en Europe. On ne vit pas les mêmes situations au Québec et en France, c'est clair. Mais c'est amusant parce qu'il y a deux choses. Le directeur du syndicat du cirque de création a exprimé le cirque de demain et d'après-demain, ou le cirque du 21e siècle, pour être encore plus large, sera itinérant. Forcément. Il ne peut pas être autre chose qu'itinérant. C'est un spectacle qui doit aller à la rencontre d'un public qui ne sait pas encore qu'il existe. Donc on retrouvera le waouh de la chute du mât. Et en même temps, ce que tu dis sur la difficulté de l'itinérance. C'est vrai que c'est compliqué. Ça nous ramène à ce qu'était le cirque autrefois. Beaucoup moins itinérant. Au 19e siècle, le cirque, il itinère d'un bâtiment à un autre. Mais ça lui arrive de rester 2 ou 3 mois au même endroit. Ça veut dire qu'en gros, il fait 4 villes dans l'année. Et que c'est parce qu'il est capable de se renouveler là où il est qu'il attire sans cesse le public. Est-ce que ce modèle-là est viable aujourd'hui? J'ai des doutes. Mais il y a peut-être quelque chose à imaginer sur cette espèce de capacité à renouveler l'intérêt du spectateur par toutes les formes possibles, parfois des formes extrêmement simples. C'est un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais peut-être que vous avez vu K à Las Vegas, qui a un magnifique spectacle d'image. On est comme un enfant ou un livre avec des choses incroyables, avec le bateau, le naufrage et tout. Et puis le moment peut-être le plus juste et qui justifie tout le reste, c'est les ombres chinoises. C'est une pauvre bougie avec des mains, et d'un seul coup, il y a une magie qui opère, alors qu'on est dans un spectacle hyper technologique. C'est la fragilité de l'humain qui l'emporte. Et il y a énormément de gens qui sortent de là en se souvenant du numéro d'ombre chinoise. Ils se souviennent d'autres trucs, mais les ombres chinoises, ce moment-là de poésie pure que finalement n'importe qui peut s'approprier. Le mec qui fait des lapins, il fait un chien qui mange dans la main, etc. Avec ses mains, avec une bougie sur une surface plane. Incroyable. Et on a payé $150. Mais donc, il y a quelque chose là qui effectivement est à la fois rassurant parce que ça veut dire que ce qui va provoquer l'émotion, c'est l'artiste, avant tout. Et que ça, je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Je pense que cette capacité à émouvoir par le jeu, par le corps, par ce que vous voulez, sera éternelle. Wow. Ça, c'est un mot de la fin. Ouais. Merci tout le monde merci pour vos questions. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Emmanuel, d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de t'avoir